Dans la continuité de notre marathon immobilier commencé la semaine dernière, dans cette vidéo, je vais te donner 12 erreurs que font les débutants lors d'un investissement immobilier. Je profite également de l'occasion pour t'annoncer le premier live qui aura lieu sur cette chaîne. Le live aura lieu ce week-end. Je n'ai pas encore déterminé entre samedi et dimanche et encore moins l'heure à laquelle se tiendra ce live. Je te donnerai tous les détails via l'onglet communauté. Donc, je t'invite à rester scotché sur la chaîne pour ne rien louper du tout. Les lives m'ont été énormément demandés sur cette chaîne et j'ouvre dans le bal de ces lives avec un live spécial immobilier pour rester dans la même logique cette semaine. Et la thématique sera comment se lancer sereinement dans l'investissement immobilier en 2022. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir la communauté. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum d'Africains atteindre leur indépendance financière. Aussi, je t'invite à aller dans le lien descriptif de cette vidéo pour télécharger mon petit cadeau que j'ai pour toi, qui est un livret qui se lit rapidement et qui te donne 10 idées business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Et pour terminer, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaiterais davantage en savoir là-dessus, je t'invite à t'inscrire sur le formulaire qui est disponible dans le lien descriptif de cette vidéo. Sans plus attendre, on est parti pour notre sujet du jour qui est celui de savoir quelles sont les 12 erreurs que font les débutants lors d'un investissement immobilier. La première erreur que j'ai très souvent vu les débutants faire lors de leur investissement immobilier, c'est de ne pas se former du tout. La formation, c'est la clé pour réussir dans tous les aspects que tu entreprendras dans ta vie. Il est important, voire vital, de se former pour ne pas avoir à faire les erreurs que les autres ont déjà eu à faire et également pour aller rapidement dans ton investissement. Certains pensent que se former, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Si tu penses que la formation coûte cher, je t'invite à essayer l'ignorance. Ça coûte doublement, triplement, voire quadruplement plus cher que se former. Quand tu te formes, certes, tu investis une certaine somme sur le moment, mais cette somme que tu investis, c'est sur toi que tu investis. C'est un investissement à vie. Ça veut dire que même si on t'enlève tout ce que tu as aujourd'hui, tu es capable de reproduire ce que tu as eu dans ta formation et ça n'a pas de prix. Parce que se former, ça te permet d'aller vraiment beaucoup plus vite et d'aller très loin. Et l'immobilier ne fait pas exception à cette règle-là. Au contraire, je dirais qu'il faut davantage se former pour se lancer dans l'immobilier. Surtout lorsqu'on n'a pas de notion du tout. Tu auras beau retourner les réseaux pour regarder toutes les vidéos gratuites qui traitent des thématiques immobilières, mais toutes ces vidéos ne te permettront pas d'éviter tous les pièges que tu peux avoir dans l'immobilier. Lorsque tu te formes et que tu as une personne qui t'accompagne au quotidien, ça te permet d'aller vraiment beaucoup plus vite et ça te permet de faire en peu de temps ce que certains ont mis des années à faire. Donc certes, peut-être avec tes vidéos gratuites, avec tes contenus gratuits sur les réseaux, tu parviendras à un résultat, mais ce sera au bout de combien de temps? Ça, il faut également considérer cela. Si tu passes 5 ans pour acquérir quelque chose que tu aurais pu acquérir en un mois ou en une semaine au travers d'une formation,
je pense que c'est quand même dommage. Après, chacun apprécie à ses yeux. Quoi qu'il en soit, se former, c'est la clé pour moi pour réussir son investissement immobilier. La deuxième erreur que je vois très souvent les débutants commettre, c'est d'acheter des biens qui ne s'autofinancent pas. Qu'est-ce qu'un bien qui ne s'autofinance pas? Un bien qui ne s'autofinance pas, c'est simplement un bien où tu dois sortir l'argent de ta poche tous les mois pour payer soit les mensualités de prêt, soit toutes les charges annexes. En gros, sur ce bien, tu n'as pas de cash flow du tout. Je te donne un exemple. Tu achètes un bien immobilier à 100 000 euros. En termes de mensualité de prêt, tu as 500 euros tous les mois à régler à la banque. Tu as un locataire qui te paye 450 euros par exemple tous les mois. Ça veut dire que tous les mois, pour que tu puisses régler la banque, tu dois mettre 50 euros de ta poche. Et en plus des 50 euros, il faudrait que tu règles les charges annexes. J'entends par là la taxe foncière, les charges de copropriété, l'impôt si tu as une imposition à payer, si tu passes par une agence pour gérer ton bien. Bref, il y a toutes ces charges en annexe que tu dois sortir et mettre sur la table tous les mois pour que ton bien puisse se retrouver kiff-kiff. Et ça, c'est dommage. Aller sur un investissement qui ne s'autofinance pas, c'est le meilleur moyen pour moi de se tirer une balle dans le pied lorsque tu souhaites enchaîner tes investissements immobiliers. Donc, c'est très important d'aller sur un bien qui s'autofinance. La troisième erreur que je vois régulièrement les débutants faire, c'est de ne pas user du levier bancaire lorsqu'ils veulent faire financer leur bien. Ici, il y a des personnes qui achètent en cash. Et ça, je trouve bien dommage lorsqu'on débute dans l'investissement locatif. À moins qu'on ait déjà fait fortune ailleurs, qu'on a beaucoup de liquidités, qu'on souhaite juste déposer quelque part et pas laisser dormir dans son compte en banque. Ça se comprend tout à fait. Mais lorsqu'on est en train d'investir pour avoir justement des fonds afin de pouvoir se lancer dans d'autres investissemements, je pense que user de son argent sans passer par le levier bancaire, si on est éligible, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que avec ton cash que tu as aujourd'hui, tu peux aller sur d'autres projets en parallèle de ton projet immobilier. Ton projet immobilier, la banque va financer à 110% ou à défaut à 100%. 110%, c'est lorsque la banque finance l'intégralité de ton projet et où tu n'as pas à mettre un centime de ta poche. Et 100%, c'est lorsque la banque finance le prêt immobilier, les travaux, et toi, tu dois mettre de ta poche pour payer d'autres petites charges annexes. C'est dommage de ne pas user de ce levier-là et d'utiliser son cash pour investir directement dans l'immobilier. Quand tu n'uses pas de ce levier-là et pourtant tu es éligible, tu passes à côté de la capacité de faire travailler l'argent d'une autre personne à la place de ton argent. Ici, tu fais travailler l'argent de la banque pour arriver à tes fins. Et ton cash, tu peux également le faire travailler en parallèle. Ça fait qu'au lieu d'avoir uniquement ton bien immobilier qui te génère des revenus, tu as le bien immobilier. En plus, tu as les revenus liés à l'investissement que tu auras mis en place avec ton cash direct. Donc, c'est très important d'user du levier bancaire pour faire financer l'intégralité de ton projet. À défaut, il faut mettre un minimum en termes d'apport. Je ne suis pas en train de dire que si la banque te demande un apport parce qu'elle ne peut pas te faire le 110%, tu dois absolument refuser. Ça s'analyse suivant les situations. Ayant été conseillère bancaire, il y a des moments où j'ai fait du 110% et d'autres moments où j'ai demandé que le client mette une partie en termes d'apport. Donc, ça s'apprécie en fonction des situations des uns et des autres. Si tu dois mettre un apport pour les frais de notaire, par exemple, c'est toujours ça de gagner. Le reste, ce sera entièrement financé par la banque. Donc, autant mieux mettre uniquement les frais de notaire et faire payer le reste ou faire plutôt financer le reste par la banque. Au moins, ça t'évite de tout payer directement de ta poche. La quatrième erreur que je vois très souvent les investisseurs débutants faire, c'est de sous-estimer le montant des travaux. Très souvent, j'ai vu des personnes, après avoir fait leur financement, revenir vers moi quelques mois plus tard en me disant que
l'enveloppe travaux était terminée, mais par contre, il y avait encore des travaux à réaliser dans l'appartement. Et ces personnes étaient très embêtées et se retrouvaient souvent à ressouscrire un autre petit prêt à côté qui pouvait être un prêt travaux ou un prêt conso pour pouvoir terminer les travaux. Et je vois très souvent ce cas de figure depuis que j'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Donc, je t'invite fortement à ne pas sous-estimer les travaux. Ici, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois contacter plusieurs artisans pour que ces artisans te fassent des devis. Tu dois avoir au moins 3 devis pour ton travail que tu souhaites voir fait. Le premier, ça te donne un ordre d'idée. Le deuxième, ça vient osciller autour du premier pour te conforter ou non dans la moyenne de prix. Et le troisième vient définitivement sceller la moyenne. Donc, en fonction des 3 devis, tu pourras avoir une idée assez claire, assez précise de l'enveloppe travaux que tu dois prévoir. L'astuce que tu dois mettre en place ici lorsque tu souhaites faire financer les travaux par la banque, c'est de majorer ton devis travaux. Si l'artisan te dit par exemple que pour rénover ta cuisine et ta salle de bain, tu as besoin de 10 000 €, ici tu dois majorer ces 10 000 € de 10%. Ça veut dire qu'à la banque, tu ne vas pas aller demander 10 000 €, tu dois demander plutôt 11 000 € et j'irai même jusqu'à dire 12 voire 13 000 €. Parce que l'avantage ici, c'est que si tu n'utilises pas l'entièreté de ton enveloppe travaux, la partie qui n'aura pas été utilisée sera comme un remboursement par anticipation de ton prêt. Tu n'auras rien à payer dessus. C'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus, d'avoir une grosse marge de manœuvre que de n'avoir pas de marge de manœuvre du tout. Donc, je t'invite à faire très attention lorsque tu évalues tes budgets travaux. Et si tu n'es pas un connaisseur, parce que voilà, c'est tes premières opérations, je t'invite à prendre plusieurs devis de plusieurs artisans et de majorer les devis qui te seront donnés. Déjà, pour la banque, tu dois présenter le devis le plus élevé et en plus, tu dois le majorer. Mais lorsqu'il s'agira de faire les travaux, c'est à toi maintenant de prendre le devis qui est le plus juste à tes yeux. Et ça, tu dois analyser en fonction de chaque poste de travail, voir ce que chaque artisan ou chaque devis propose. Et en fonction de ça et du sérieux de l'artisan, tu pourras te positionner. La 5e erreur que je vois très souvent les débutants dans l'immobilier commettre, c'est le fait d'acheter en mode coup de cœur. Acheter pensant que c'est eux qui vont vivre dedans alors que c'est un logement qui est destiné à la location. Ici, tu ne dois rien acheter avec ton cœur. Tu dois acheter toujours en mode calculatrice. Ici, ce n'est pas le cœur qui parle, ce sont les chiffres qui doivent parler. Donc, tu auras beau voir le logement, te dire waouh, c'est beau, c'est ceci. Si côté chiffres, côté rentabilité, ça ne rentre pas dans ce que tu recherches, next. Ça ne sert à rien de t'attarder là-dessus. C'est pas toi qui vivra dans ce logement-là. J'insiste beaucoup là-dessus parce que certains, s'ils ne se voient pas vivre dans le logement, ils ne vont pas acheter du tout. Mais tu n'es pas là pour te visualiser dans le logement. Tu dois visualiser ton locataire dans le logement. À ce propos, j'échangeais récemment avec une personne que j'accompagne pour son investissement immobilier et elle me disait que elle ne se voit pas vivre du tout dans un tel bien, elle ne peut pas acheter le bien. Sur la calculatrice, le bien était tout ce qu'il lui fallait pour avoir de super rentabilité, mais simplement parce qu'elle trouvait que ça faisait un peu restreint en termes d'espace. Le locataire ne sera pas dégourdi parce que si elle doit vivre dans un tel logement, ça ne le fera tout simplement pas. Et parce que côté luminosité de la chambre, ce n'était pas le maximum, ce n'était pas idéal et plein d'autres petites raisons de ce type-là. Et moi, ça m'a beaucoup fait sourire parce que je lui ai dit, mais attends, c'est pas toi qui vivras dans le logement. Il y a des personnes qui recherchent cette typologie de bien dans la zone où tu es. La question n'est pas de savoir si ça te plaît à toi pour y vivre. La question, c'est de savoir est-ce que ça plaira à la typologie de clients que tu cibles dans tes recherches. Et si la réponse est oui, mais vas-y. Et surtout si la rentabilité est au rendez-vous.
Donc la question ne se pose même pas pour moi. Et moi, j'ai trouvé vraiment ça mignon au début parce que, bon, forcément, au début, on se dit, voilà, l'idée, c'est de pouvoir se projeter. Je l'entends très bien. Rassure-toi, ce n'était pas un logement qui n'était pas décent. C'est un logement qui répondait à tous les critères en termes de normes, de minimum de surface. C'est juste qu'il y avait des petits points pour elle qui coinçaient parce qu'elle ne se voyait pas vivre dans un tel logement. Et il faut que tu gardes à l'esprit que les personnes qui passent dans ton logement sont en mode passage. Un étudiant, par exemple, lorsqu'il est dans le logement, il est là pour 1 année, 2 années, souvent 3 ou 5 ans. C'est des longs cursus académiques. Mais généralement, ce n'est pas pour y vivre toute sa vie. Donc, tu ne dois pas penser en termes d'une personne qui vient poser ses valises pour toute la vie. Tu dois penser en termes de rentabilité, de décence du logement. Et si ces critères sont remplis, je pense que c'est bon pour le locatif. La 6e erreur que je vois très souvent les débutants faire lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier, c'est de passer par des programmes de défiscalisation. Des programmes du type Pinel, Malraux, Duflot, Censi Bouvard et j'en passe. Tous ces programmes de défiscalisation sont certes très attractifs parce que c'est des programmes où tout est fait à sa place, on reçoit un logement tout neuf, il y a une société qui se propose de trouver le locataire, tout est mis en place, les chiffres ont l'air beaux et ce qui est très souvent mis en avant, c'est la réduction d'impôts que tu as. Par exemple, tu n'as pas à payer 3 000 € d'impôts par an pendant 10 ans. Donc ça te fait une économie d'impôts sur 10 années de 30 000 €. Ça, je l'entends très bien. Mais par contre, à quoi ça sert d'avoir cette économie d'impôt si à la fin tu payes le bien immobilier à 50, voire 60, 70 000 € plus cher que la valeur réelle du bien? À quoi ça te sert d'avoir fait cette économie d'impôt réellement? Sachant qu'à côté de cette économie d'impôt, tu as des conditions qui te sont mises en place pour ces différents programmes-là. Tu ne peux pas vendre le bien avant un certain nombre d'années pour certains programmes. Tu es limité en termes de loyer, tu as des plafonnements de loyer. Donc, il y a pas mal de petites conditions qui sont glissées, mais vu que les gens sont focalisés sur le fait qu'ils ne vont pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années, tout de suite les yeux brillent et tout le monde s'y jette entre guillemets sans trop réfléchir. Je pense que c'est la pire des erreurs d'aller sur un type de programme défiscalisation pour investir dans l'immobilier. Surtout si on aspire à multiplier rapidement ses investissements. De tels types de programmes ne te permettent pas de multiplier rapidement ton investissement. Parce que ici, tu as beaucoup de contraintes. Et si tu déroges à l'une des conditions pour ces programmes-là, tu rembourses l'économie d'impôt que tu as eu à faire. Donc, il faut faire très attention. Par contre, je vais te donner un secret pour faire une vraie défiscalisation. Tu dois rechercher des biens immobiliers qui sont bien positionnés et où il y a tout à faire, où tu as beaucoup de travaux à faire. Et lorsque tu tombes sur un tel type de bien immobilier et que tu fais ces travaux, ça te permet d'avoir un déficit foncier qui se crée. Avec ce niveau de travaux, chaque année, pendant 6 années, tu pourras retirer 10 700 € de tes revenus. Sachant que tu peux aller jusqu'à 10 années si tu déduis les intérêts d'emprunt contractés pour financer les travaux. Voilà un excellent moyen d'avoir du déficit foncier sans se lier pieds et mains avec un programme qui te contraint plus que toute autre chose. Pour les 6 autres erreurs que font les débutants lors d'un investissement immobilier, je t'en parlerai dans le live qui aura lieu ce week-end parce que la vidéo commence à se faire longue. Donc, si tu tiens à avoir les 6 autres erreurs que font les débutants lors d'un investissement locatif, je t'invite à être présent lors du live qui aura lieu ce week-end. Je vais définir le jour et l'heure, comme je t'ai dit, entre samedi et dimanche. Et lorsque ce sera fait, je vais t'informer au travers des posts dans l'onglet communauté. Donc, reste connecté à la chaîne. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu à faire cette erreur-là lorsque tu te lançais et comment tu as pu rattraper le coup après l'avoir fait.
J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air si c'est le cas. Également, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ça te permettra d'être informé des nouvelles vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également, ça permettra de faire grandir davantage la communauté. Pour terminer, si l'immobilier t'intéresse, je t'invite à t'inscrire via le formulaire disponible dans le descriptif de la vidéo afin d'avoir un échange gratuitement avec moi. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!